Notre invité ce matin, Dominique de Villepin, ancien Premier ministre. Dominique de Villepin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je voudrais vous parler de Jérusalem. Est-ce que la reconnaissance de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël par les États-Unis, par Donald Trump, vous inquiète ? Oui, c'est une décision profondément déstabilisante pour la communauté internationale. Depuis des décennies, depuis les accords d'Oslo, nous vivons avec l'idée d'une solution à deux États et d'une solution à trouver pour Jérusalem. Qui n'a pas été trouvée. Qui n'a pas été trouvée. Déjà, la décision du Congrès américain de 1995 posait un acte qui n'avait pas été suivi des faits, et Donald Trump transforme cette décision en action. Donc caractère très déstabilisant pour la communauté internationale, avec une très grande difficulté pour trouver la bonne réponse, calibrer la bonne réponse. Et la vérité, la question que je me pose, peut-on se contenter de simples déclarations ? Est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui, face à la menace d'instabilité que représente aujourd'hui l'administration Trump pour le monde, on le voit en Corée du Nord, on le voit au Moyen-Orient, on le voit en matière de libre-échange, on le voit pour le climat, est-ce qu'il ne faut pas marquer plus collectivement et plus fortement une opposition, un coup d'arrêt? Un coup d'arrêt. Dire à Donald Trump, stop. Ça suffit. Ça suffit. Nous n'accepterons pas de voir des régions du monde stabiliser davantage. Parce qu'il faut bien voir que la stabilité, elle est très grande. Alors vous dites ce matin, il faut dire stop à Donald Trump, mais qui peut dire stop à Donald Trump? C'est le problème, qui n'est pas simple, auquel nous avons été confrontés en 2003. Oui. Est-ce qu'il faut se contenter à un moment donné de dire aux Américains, comme certains le préconisaient en 2003, c'est pas bien ce que vous faites? Ou est-ce qu'il faut se mobiliser diplomatiquement pour lui faire comprendre qu'il y aura un coût à tout ça et qu'il se retrouvera isolé sur la scène internationale? Ce que je crains, pour être tout à fait franc, c'est de façon rampante la contagion de l'instabilité, la contagion de décisions qui, de fil en aiguille, peuvent conduire à un engrenage guerrier. Et c'est ce qu'on voit en Corée du Nord et c'est ce qu'on voit au Moyen-Orient. Donc, que les dirigeants européens disent plus fortement, ils sont réunis à Bruxelles, disent plus fortement, aujourd'hui, chacun séparément s'est exprimé, mais disent fortement, collectivement, nous ne pouvons pas accepter une décision unilatérale sur Jérusalem, voire poser la question dans ce contexte, est-ce qu'il ne faut pas reconnaître l'État palestinien? Est-ce que la France et reconnaître Jérusalem-Est comme capitale de l'État palestinien? Pour marquer clairement que tout ceci ne peut pas rester. Alors justement, est-ce que la France doit aujourd'hui reconnaître l'État palestinien? Alors, il ne m'appartient pas de faire la leçon à quiconque, c'est trop des affaires trop compliquées. Mais je me pose la question, et je crois que d'une façon ou d'une autre, à la fois les dirigeants européens, et les dirigeants européens avec toutes les bonnes volontés sur la scène internationale, à commencer par un pays comme la Chine, tous ceux qui exercent des responsabilités importantes dans le cadre du Conseil de sécurité des Nations Unies, devraient marquer peut-être plus fortement le risque que fait courir à la société internationale la décision américaine. Je pense la même chose pour la Corée du Nord. De fil en aiguille, il y a le risque de se retrouver dans un engrenage. Alors il y a quelques signaux qui laissent penser que les États-Unis pourraient avancer en direction d'une solution diplomatique. La différence en Corée du Nord, c'est qu'en Corée du Nord, les Chinois et les Russes sont très impliqués. Plus impliqués qu'au Proche-Orient. Peut-être pas pour les Russes, mais dans tous les cas pour les Chinois. Donc, il ne reste pas moins que la tentation existe pour les Américains. Autre élément, c'est que Trump profite de la division actuelle entre le monde chiite et le monde sunnite, de l'opposition actuelle entre le monde chiite et sunnite. C'est de l'opportunisme mais la vraie question, politicien et diplomatique. Est-ce qu'il ne l'aggrave pas? Et est-ce que cette attitude qui encourage l'instabilité n'est pas contagieuse, y compris pour l'Arabie Saoudite aujourd'hui, qui, sur le Liban, sur le Yémen, multiplie les initiatives qui, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles ne contribuent pas à faciliter les choses dans la région. Donc, on voit les engrenages monter. Et on voit que nous franchissons
recule. Voilà, nous franchissons un seuil, mais sur l'ensemble des dossiers du Moyen-Orient. Nous franchissons un seuil sur le conflit israélo-palestinien, c'est clair. Il y a aujourd'hui une situation d'ébullition de la région. Nous franchissons un seuil dans le conflit entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Oui. De la même façon. Et là, d'étape en étape, on voit bien que la tentation, à un moment donné, d'une frappe de l'Iran pourrait parfaitement surgir dans quelques esprits aux États-Unis, voire dans la région. On voit les positions très dures d'Israël, les positions très dures et très antagonistes de l'Arabie saoudite, qui multiplient les fronts, je l'ai dit, Qatar, Liban et autres. Donc, voilà une deuxième source de tension. Et puis, il y a une troisième crise qui atteint un niveau important sur le plan politique, c'est la Syrie. On a marqué des points en Syrie, tout au long des dernières années, en réduisant l'importance de l'État islamique. Mais il faut bien voir que nous n'avançons pas, ou que très peu sur le plan politique. Il y a eu quelques progrès dans le cadre des accords d'Astana, mais les accords de Genève et le processus de Genève n'avance pas. Le dialogue qui s'est initié ces derniers jours n'a pas débouché, on renvoie à janvier, et plus on attend, plus les esprits s'échauffent. C'est-à-dire que nous sommes en train de revivre en Syrie ce que nous avons vécu en Irak ou en Afghanistan, c'est-à-dire que nous avons fait la guerre, nous avons gagné ou pas la guerre, mais ensuite, aucune solution politique derrière. Oui, et parallèlement, le monde ne s'organise pas pour apporter des réponses dans des calendriers plus serrés. Parce que il y a des initiatives, il y a des mobilisations. Mais la question, c'est que est-ce qu'on peut laisser ces plaies continuer ainsi à puruler sans risque. D'autant que le Moyen-Orient n'est pas la seule zone de crise. On voit bien que la région sahélienne est confrontée à de grandes difficultés, même si la France, et ça il faut le reconnaître, il y a au plan diplomatique un moment français. Il y a un moment français, c'est vrai. Moment français. Que ce soit sur le Liban, où la France a pris des initiatives pour corriger des déséquilibres qui étaient menaçants. Que ce soit sur le climat, où on voit avec le sommet sur une planète qui a marqué une volonté de mobilisation plus grande. Que ce soit sur la Syrie, on voit qu'il y a une mobilisation française sur la politique africaine, essayer de tourner une page. Mais la question, c'est que nous ne pouvons pas faire tout cela seuls. Et il faut donc, à mon sens, entraîner l'Europe. Il faut que l'Europe s'associe davantage à cette volonté d'équilibre, et d'initiative, et il faut parallèlement peut-être chercher des contrepoids dans la société internationale en mobilisant très largement les grands acteurs du monde, la Chine, y compris la Russie, les grands émergents, pour marquer une capacité alternative d'organisation face à une administration Trump qui n'est pas portée sur les équilibres. Je vais revenir sur la Chine et la Russie, mais je voudrais vous parler de Bachar al-Assad, qui est toujours au pouvoir en Syrie, toujours au pouvoir, un pouvoir renforcé aujourd'hui. Est-ce que son pouvoir est renforcé aujourd'hui ? Un pouvoir renforcé, et un pouvoir qui, certes, dépend en grande partie de ses alliés. L'Iran, le Hezbollah, la Russie. Mais qui fait de lui une figure incontournable pour toute solution en Syrie. Est-ce que vous pensez que Washington ira jusqu'à accepter qu'il reste au pouvoir jusqu'en 2021 ? C'est pas impossible. La vraie question, c'est la réponse du terrain. On voit bien que les populations, une grande partie des populations, ne peuvent pas accepter cette solution Bachar. Donc c'est là où il faut que la diplomatie arrive à tricoter une transition où, même si on s'accommode de Bachar pendant quelques mois, voire 1 ou 2 années, on puisse sortir de cette situation avec un homme qui représente à la fois l'image de la répression, de la torture, du viol, et qui par conséquent ne peut pas représenter l'avenir de la Syrie. Mais on voit bien qu'on ne peut pas laisser les choses aller. Les solutions ne viendront pas simplement avec le temps qui passe. Alors justement, j'ai une question à vous poser. Importante, essentielle. Est-ce que Donald Trump aujourd'hui vous inquiète plus qu'il y a 1 an ? Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes plus inquiet qu'il y a 1 an ? Le visage qu'il montre aujourd'hui confirme qu'il est un élément aggravant de l'incertitude et de l'instabilité mondiale. Je vous donne un exemple. De la même façon que George Bush avait considérablement aggravé la situation au Moyen-Orient avec la guerre d'Irak, qui, en fin de compte, n'a été qu'à l'avantage de l'Iran, qui a renforcé ses positions. Aujourd'hui, Donald Trump renforce les antagonismes régionaux.
c'est particulièrement clair dans la région du Proche-Orient. Aujourd'hui, il avive le fossé entre l'Iran et l'Arabie saoudite, et donc le risque d'engrenage, il suffirait d'une allumette pour que, à nouveau, le risque de guerre puisse pointer. Dites-moi, notre monde a bien changé. Qui sont les acteurs de la stabilité aujourd'hui, les garants de la stabilité? Le Chinois et le Russe, la Chine et la Russie. C'est un mouvement que j'ai pointé depuis plusieurs années. Oui. C'est l'impasse ou les difficultés croissantes dans lesquelles se retrouvent les démocraties libérales. Les démocraties libérales, non seulement ont du mal à apporter une réponse à leur population, qui sont confrontées à un sentiment d'insécurité sociale, d'insécurité identitaire, et qui ont le sentiment qu'il n'y a pas de réponse à la mesure. Et par ailleurs, au-delà de cette situation sociale, économique, culturelle, elles ont le sentiment que leurs dirigeants, que le leadership n'est pas véritablement exercé. Alors que, effectivement, les démocratures, les démocraties libérales, on le voit en Europe de l'Est, on le voit dans les pays émergents, on le voit en Chine, on le voit en Russie, donnent le sentiment de définir clairement un agenda, un avenir, de prévoir l'avenir et d'apporter des réponses fortes sur un certain nombre de sujets, notamment les sujets sociétaux et les sujets culturels. Donc, de ce point de vue, du point de vue de l'identité, on a le sentiment qu'il y a un grand tremblement qui saisit l'Occident et qui l'empêche véritablement de décider et de structurer son avenir. Et pendant ce temps-là, sommet européen à Bruxelles, 2 jours de sommet, il faut clore la première phase de négociation sur le Brexit. Et Emmanuel Macron pense beaucoup aux élections européennes de 2019, évidemment. Il veut tenter de réussir en Europe ce qu'il a réussi en France, c'est-à-dire mettre un coin entre les conservateurs et les sociaux-démocrates. C'est bien cela. C'est son objectif. Oui, il veut surtout pouvoir parier sur une Europe qui se remobilise et qui reprend l'initiative. Et c'est bien normal. La France fait des efforts pour se réformer. Il faut, si l'on veut véritablement construire un avenir meilleur pour l'ensemble des citoyens européens, eh ben que l'Europe prenne le relais et se refonde. D'où les propositions très fortes d'Emmanuel Macron sur la transformation de la gouvernance de la zone euro. Un ministre du budget, un ministre des finances, un budget, voire un fonds monétaire européen. Donc autant d'initiatives qui visent à reprendre les choses en main. De la même façon, il le fait assez habilement sur la question migratoire, même si c'est très compliqué, en marquant très clairement les limites à ne pas franchir. Et en particulier pour ceux qui sont illégalement en France, on est prêt à accueillir ceux qui rentrent et qui bénéficient du droit d'asile. Pour les autres, il faut qu'il y ait un retour. Et essayer de structurer une réponse, non pas sur le sol français, mais très en amont sur le sol africain lui-même et en partenariat avec un certain nombre de pays de transit. Mais tout ceci est très compliqué, tout ceci demande du temps. Et en attendant, les signaux donnés par l'Europe sont encore relativement faibles. Mais oui. Faibles en matière de climat. On sent que même s'il y a une prise de conscience en matière d'action, on a l'impression que cette Europe Europe n'avance pas. Où est le grand fond vert auquel on aspire? Où est le grand plan pour l'Europe et pour la France exemplaire qui montrerait au monde notre volonté délibérée d'avancer pour transformer les logements, transformer les infrastructures de transport, faire en sorte que l'ensemble de notre économie puisse être décarbonée? Eh bien, il y a là une volonté qui doit se mettre en marche. Et je dirais la même chose sur le plan de l'indépendance européenne. Parce que la conséquence de ce que nous disons tout à l'heure, c'est l'incertitude et l'instabilité américaine doit nous conduire à prendre acte, comme l'a très bien fait Mme Merkel. C'est que le temps n'est plus une garantie pour les Européens. Et donc, la nécessité de prendre en main notre destin en matière de défense est plus que jamais nécessaire. Certes, on a lancé l'idée d'un fonds européen de défense, mais il faut aller beaucoup plus loin et surtout beaucoup plus vite. Les inégalités, quand même. Vous avez vu ce rapport paru dans Le Monde et ailleurs, inégalité en hausse depuis 40 ans, hein, en forte hausse depuis 40 ans. Est-ce que la politique conduite par Emmanuel Macron ne risque pas d'accélérer ces inégalités, franchement? Alors, il y a toujours le risque quand on réforme. Réduction des impôts pour les plus favorisés, pardon, non? Qui vise à créer plus d'activités, encourager l'initiative et plus de mobilité. Et si, effectivement, nous ne déverrouillons pas davantage l'Europe pour véritablement transformer l'essai à partir des réformes que nous faisons, c'est le risque. Non, mais aujourd'hui, les inégalités se creusent moins vite en Europe qu'ailleurs dans le monde. Oui, Dominique de Villepin.
Oui, même si encore il y a moins de pauvres dans un certain nombre des sociétés émergentes, et donc on voit malgré tout qu'il y a une évolution de la société mondiale. Je ne crois pas qu'il faille dramatiser de ce point de vue-là, même si c'est un facteur essentiel, et on doit être attentif. Et une des priorités pour l'action de l'exécutif, c'est bien évidemment cette question des inégalités, qui, sur le plan politique, constitue une menace, et qui est bien sûr inacceptable sur le plan social. Nous allons perdre un peu de hauteur. Dominique de Villepin. Qui a dit mon anti-modèle... Je ne suis pas sûr de vous suivre. Qui a dit mon anti-modèle, c'est les gens comme Villepin, c'est-à-dire l'intelligence arrogante, le mépris du terrain, de l'élection. Si ça a été vrai, j'ai beaucoup changé. Qui a dit cela? Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez, vous vous souvenez de cette phrase? Oui, je m'en souviens. 2013. Je ne suis pas là. Mais je lui pardonne son aveuglement. Son aveuglement, vous lui pardonnez? Je ne suis pas là. Ce sont pour plaire, dit-il aujourd'hui. Ce sont des phrases de plateau qui n'ont pas beaucoup de sens. Mais ceci dit, je prends acte de sa volonté d'essayer de faire mieux. Moi, je serais ravi. Vous savez, chacun apporte sa pierre, que ceux qui suivent fassent mieux. Vous êtes toujours républicain? Non. Vous n'êtes plus du tout. Vous êtes complètement depuis longtemps. Depuis de nombreuses années. J'ai jamais eu beaucoup de goût pour la vie partisane, mais là, moins que jamais. Moins que jamais, pourquoi moins que jamais? Pourquoi? Parce que je suis vacciné contre la tentation de croire qu'on a raison et que les autres ont tort. Et je pense qu'il faut chercher en permanence, trouver le bon point d'équilibre. Parce que c'est ça l'esprit partisan. Oui, l'esprit parti, malheureusement, se transforme souvent en esprit partisan. Sauf quand la démocratie est assez vivace pour que ceux qui dirigent l'opposition soient conduits à faire des propositions. Mais malheureusement, l'opposition ne conduit pas à la proposition. Elle conduit à la critique, elle conduit souvent à la critique systématique, mais pas à la proposition constructive. Il est impossible d'être dans l'opposition et de faire des propositions. Parce que la tentation naturelle de la politique, c'est de parier sur l'échec de ceux qui sont en place. Et donc on se dit, ils vont échouer, donc par définition, tout ce qu'ils font est mauvais, et à partir de là, essayons de littéralement détruire toutes les propositions qui sont faites. Oui. Je vais terminer avec cette affaire qui empoisonne aussi la vie politique et surtout qui déconsidère la vie politique en France. Je veux parler de l'affaire Urvoas-Soler. J'ai une question à vous poser. Garde des Sceaux à l'époque, je rappelle les faits, Jean-Jacques Urvoas a informé son ami Thierry Soler, enquête engagée contre Thierry Soler. Jean-Jacques Urvoas lui a transmis des documents. Si les faits sont avérés, la justice de la République pour Jean-Jacques Urvoas. Mais j'ai une question, j'élargis. Faut-il que le ministre de la Justice soit toujours informé de toutes les affaires en cours? Moi, j'ai toujours eu l'ambition d'aller plus loin que cela, et c'est ce que j'avais proposé à Jacques Chirac, il l'avait d'ailleurs à un moment donné considéré, c'est d'aller à une vraie rupture entre le parquet et parce que je pense que c'est l'idée de suspicion qui est gênante. Et donc l'idée de marquer une rupture franche, une séparation franche, me paraît plus saine. Alors ça suppose qu'il y ait une sorte de procureur général et un garde des Sceaux qui gère l'administration de la justice, mais qui ne soit pas investi de pouvoir sur la justice elle-même. Le ministre de la Justice pourrait être informé dans une affaire de terrorisme, d'accord, mais dans ce genre d'affaires, à quoi ça sert? Oui, mais je dirais que ce qui me paraît le plus grave... Ça pourrait éviter tous les excès. Ça l'éviterait. Ce qui me paraît le plus grave, au-delà des faits que je ne connais pas et je ne sais pas quelle est la nature des documents transmis, mais ce qui me paraît le plus grave, c'est qu'il puisse y avoir une suspicion. Or, par définition, dans le système français, la suspicion, elle est totalement partie du système. Donc je crois qu'il faut, à un moment donné, être adulte et faire ce qui se fait et ailleurs, et notamment en Europe. Nous sommes très critiqués pour un système hybride qui place trop la justice dans les mains du pouvoir exécutif. Je crois qu'il serait sage, en tout cas, de considérer d'aller plus loin. Merci beaucoup, Merci Dominique de Villepin. Merci. 8h55.